Bien, alors, chers amis, au bout de 2 jours et demi de colloque, j'ai décidé au pied levé de changer un peu le contenu et le plan de mon séminaire parce que je voulais beaucoup insister sur le soi, mais je trouve qu'on a beaucoup insisté au cours de ces 2 jours et demi. Donc voilà, bien sûr le soi sera toujours présent, mais je change un peu le plan de mon séminaire. Et je suis désolé, je vais quand même jeter l'œil très souvent sur ma feuille parce que c'est des choses que... Voilà, justement parce que l'impératif horaire est très lourd, pour gagner du temps, plutôt que de chercher mes mots, je préfère donc lire. Alors, voilà, c'est par là que je vais commencer par, finalement, un exemple de synchronicité. Alors, vous avez peut-être repéré déjà dans les livres de Jung que Jung aimait beaucoup parler en latin, aimait beaucoup mettre des citations en latin. Et à propos de la synchronicité, il avance un principe qu'il appelle, très important pour lui, qu'il appelle l'unus mundus, le monde unique. Et qu'est-ce qu'il entend par le monde unique qui est à la base de tous les phénomènes de synchronicité? C'est qu'en fait, dans la couche la plus profonde de la psyché humaine, et donc dans le soi, matière et psyché sont un. Et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer les phénomènes de synchronicité, c'est-à-dire une coïncidence signifiante entre un phénomène matériel qui arrive dans la matière extérieure, enfin le réel extérieur, et un phénomène psychique. Parce que matière et psyché sont un, le monde est unique. C'est ce qu'il entendait par là. D'ailleurs, quand il a exposé ce principe pour la première fois à ses élèves, il y a une élève, alors on se doute que c'était Marie-Louise von Franz, qui a dit Monsieur Jung, je ne sais pas comment elle l'appelait, vous venez de prouver l'existence de Dieu. Bon, je laisse ça à sa responsabilité, parce que ce qui m'intéresse, finalement, on a beaucoup parlé de rêve au cours de ces 2 jours et demi, hein, c'était le thème central, mais on me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de rêve? En plus, énormément de personnes ne se rappellent pas de leurs rêves le matin. La science a démontré qu'ils rêvaient, une part importante de la nuit, mais ils ne se rappellent pas de leurs rêves. Beaucoup ne se rappellent pas de leurs rêves. Et que faire dans ces cas-là? Alors, Jung nous a donné une piste. Alors, Jung ne faisait pas de psychanalyse verbale. Mais quand il n'y avait pas de rêve, eh bien, il nous a donné une piste. Il posait cette question avec son air un peu rusé. Il posait une question. Y a-t-il quelque chose qui se serait passé comme un rêve dans votre vie, ces derniers temps? Dans votre vie réelle, donc. Et il y a toujours quelque chose. Parce que Jung a montré que le réel était synchronistique. Il est matière et psyché en même temps. Et dans le soi, matière et psyché ne sont pas deux réalités étrangères qu'il faut rapprocher. Non, c'est un. Les deux font un. Et donc, eh bien, dans notre expérience d'analyste, nous suivons beaucoup cette piste-là. Quand il n'y a pas de rêve. Et l'expérience nous montre que quand nous arrivons à suivre cette piste-là, eh bien, il y a des rêves qui arrivent. Et c'est donc très, très positif et très concluant de pouvoir aller dans ce sens. Alors, je voudrais vous présenter un cas qui a trait à un événement qui s'est passé le 15 août dernier.
Voilà, je prends l'exemple d'une séance d'analyse avec une femme d'une 50aine d'années, donc que j'ai accompagnée non pas dans un processus d'analyse personnelle, mais dans un module de formation. Elle est une élève de l'école du rêve et des profondeurs. Et cette femme était désolée parce qu'elle ne se rappelle pas de ses rêves. Et elle posait la question, donc, mais c'est tragique, à quoi ça sert que j'aille faire une analyse puisque je ne me rappelle pas de mes rêves? Jamais. Et donc, voilà, en fait, on lui a posé la question, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui est comme un rêve? Et voilà le cas qu'elle amène, donc, hein. Voilà, elle était fortement contrariée par le fait qu'on lui avait volé sa valise dans le train, alors qu'elle allait rejoindre une amie dans une autre ville, hein, c'était le 15 août, qu'elle allait rejoindre une amie dans une autre ville pour partir en vacances avec elle dans un pays étranger. Elle en était fort attristée, car elle s'était offert pour l'occasion une très belle robe et un beau maillot de bain très féminin qu'elle a donc perdu, puisqu'on lui a volé la valise. Elle précise que cela ne lui était jamais arrivé dans ses nombreux voyages. Parce que un fait de la vie réelle comme cela, qu'on traite comme un rêve, eh bien, on fait comme le rêve, c'est-à-dire on pose des questions. Et là, tout ce qu'elle dit là, c'est à la suite, c'est les réponses aux questionnements qu'on a pu lui offrir, donc, hein, pour aller au fond de cet événement. Donc, elle précise que cela, donc, dans le questionnement, cela ne lui était jamais arrivé dans ses nombreux voyages en train. Elle laisse toujours en confiance sa valise en tête de wagon et elle va s'asseoir à sa place tranquillement. Et alors, le voyage en train se déroulait en deux parties, puisqu'elle avait une correspondance pour aller chez son ami, le premier train et le deuxième train. Et en sortant pour récupérer sa valise, en allant vers la porte donc, du train, du premier train, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus de valise, hein, c'est-à-dire qu'il y a un voleur qui est sorti dans une gare intermédiaire et qui lui a pris. Et donc c'était catastrophique. Et donc ce qu'elle dit, donc voilà, la valise a disparu, elle avait disparu. Alors dans la séance, je lui propose de travailler ce désagrément, non pas sur un plan rationnel, c'est ça qui est important. Non pas comme on le ferait dans une thérapie verbale, sur un plan rationnel, qui nous amènerait peut-être à tirer la leçon pour elle, de plus de vigilance à l'avenir, de la nécessité qu'elle porte plainte et obtienne réparation, de défendre peut-être mieux ses biens et son moi, thème typique qu'on peut rencontrer dans une psychothérapie verbale. Mais donc, nous n'avons pas cette approche rationnelle, mais ce que je lui propose, c'est de contempler ce qu'il s'est passé comme un rêve, en questionnant sans exception tous les détails objectifs de l'incident, comme des symboles. Donc c'est le fruit du questionnement qui est la suite de mon récit. Son voyage se déroulait un 15 août dernier, jour de l'Assomption de Marie. Et bien que non branchée sur la religion, elle a eu subitement envie d'aller à la messe de l'Assomption avant de prendre le train. Ce qu'elle ne fait jamais, ce qu'elle n'a jamais fait jusque-là. Vous voyez, l'association, c'est pas moi qui ai introduit l'association jour de l'Assomption de Marie, c'est elle. Elle est sensible depuis peu à la figure de Marie, dit-elle. Alors, voilà, ça c'est
elle sort de ce train très malheureuse, bien sûr, mais elle est obligée de monter dans le second train pour aller rejoindre son ami. Second train qu'elle prend en correspondance pour arriver à destination. Et là, il y a une autre synchronicité troublante dont elle ne parle pas au début. Ce qui l'obnubile, ce n'est que le vol de sa valise. Mais une autre synchronicité troublante. Elle était assise à côté d'un homme de son âge qui lisait une brochure sur la nage sous-marine dans une île du Pacifique où elle a vécu un nombre important d'années et où elle a connu, disons-le clairement, de belles expériences sensuelles. Alors, subitement, elle oublie le malheur du vol de la valise, et elle a ressenti en elle l'élan de parler à cet homme, à ce voisin, d'entamer conversation. Mais, elle s'en est retenue, s'accusant intérieurement d'avoir toujours trop d'élan intempestif vers les autres. Arrivée au terminus, là où elle doit retrouver son ami, et au sortir de la gare, vous n'allez pas le croire, elle tombe sur une petite procession mariale. C'est le jour de Marie. Une petite procession mariale encadrée par des policiers. Et elle est frappée par les vêtements sombres des religieux. Tout ça, elle le dit, non pas d'elle-même, mais parce qu'on lui pose des questions sur chaque moment de cette séquence. Je lui pose des questions sur l'ami qu'elle va rejoindre. C'est important, puisqu'elle doit aller en vacances avec cet ami. Donc, qu'est-ce qui caractérise cet ami ? Si l'ami était apparu dans un rêve, on lui poserait cette question. Alors, ce qu'elle dit, c'est des choses très, très nettes qu'elle dit sur cet ami. Elle a fait l'impasse sur les hommes et prétend que cela lui va très bien. Ce qui n'est pas du tout le cas de l'analysante, de cette personne qui raconte cette séquence de sa vie réelle. Voilà, cette femme, donc l'analysante, avec qui je suis en relation, donc dans le travail, cette femme souffre de solitude après avoir divorcé depuis longtemps. Mais de temps en temps, elle se demande si elle ne devrait pas se résigner et adopter la philosophie de son ami. Elle part précisément en vacances avec celle-ci, pour ne pas demeurer seule. Mais quand on lui pose des questions plus avant sur comment vit cette amie, comment elle voit le monde, ce qu'elle dit, que cette amie a un régime de vie austère. Et elle avoue quand même qu'elle aurait préféré des vacances laissant plus de place au plaisir et à la sensualité. Voilà, tous ces éléments d'association, tout comme pour un rêve, nous permettent clairement d'établir ou de proposer l'interpellation symbolique à laquelle le soi la confronte au travers de cette synchronicité. N'oubliez pas que la synchronicité procède de l'unus mundus, dans cette zone du réel où psyché et matière sont un. Et le soi, finalement, travaille aussi bien par les rêves pour créer de la conscience, mais aussi bien par les synchronicités qui arrivent dans la vie réelle et matérielle, comme ici le vol de la valise. Et il faut pouvoir interpréter ce qui s'est passé comme si c'était un rêve, justement.
Donc, quelle est l'interpellation symbolique à laquelle le soi la confronte au travers de cette synchronicité? Alors, en premier lieu, on peut constater que le voyage de cette femme est comme encadré par le personnage de Marie. Personnage symbolique, archétypique, religieux. Personnage de Marie adoré comme le modèle sacralisé dans la religion, comme le modèle sacralisé d'une mère vierge qui, il faut bien le reconnaître, ne vit pas sa vie de femme. Alors ce modèle pourrait certes être positif pour un individu qui souffrirait d'un déficit d'amour maternel. Mais il faut aussi reconnaître qu'il a servi à censurer et à culpabiliser l'épanouissement sexuel et sensuel des femmes dans l'histoire. La femme qui a vécu cette synchronicité souligne à quel point elle a remarqué que la procession mariale à son arrivée était dominée par la couleur sombre et triste. Elle reconnaît qu'elle est toujours restée en dehors de la religion, mais qu'elle est depuis quelque temps sensible à la figure de Marie. Le désagrément qui lui arrive vient donc l'interpeller sur quel est le sens de son appel vers la spiritualité. Faudrait-il qu'elle se résigne à la mise entre parenthèses de sa sensualité et de sa nature féminine incarnée? L'amie avec laquelle elle s'apprêtait à passer des vacances symbolise bien la persona, donc le modèle de perfection dans lequel elle risquerait de se replier elle-même et de se soumettre. Il faut bien le dire que cette persona n'est pas une lubie de son moi. Hein, c'est pas elle qui a inventé cette persona. Cette persona correspond à l'inconscient collectif catholique austère de sa famille, sa tradition familiale, et notamment de ses parents, et grands-parents et arrière-grands-parents. La synchronicité vient lui montrer cruellement les conséquences funestes que cette évolution signifierait si elle se résignait à cette persona. La perte de sa féminité joyeuse et sensuelle, à travers le vol de sa valise et de son contenu. Le risque est que la persona familiale vienne voler sa nature sensuelle et féminine joyeuse, symbolisée par la jolie robe et le maillot de bain affriolant. Voilà. Une première interpellation. Mais pourtant, l'expérience synchronistique de ce voyage lui montre qu'une autre évolution est possible pour elle. Puisque cette femme vit en fait une autre synchronicité que le vol fâcheux de sa valise dans ce voyage en train. Elle y rencontre en effet dans le second train de correspondance un voisin de siège dans le train, voilà. Un homme qui lit une brochure sur l'île où elle a vécu dans sa jeunesse, où il est question de nage sous-marine, souvenir de grandes expériences sensuelles pour elle. Alors là, cette synchronicité est remarquable et époustouflante, parce que sa possibilité avait une chance sur des milliards de pouvoir exister. Que justement son fauteuil soit juste à côté de cet homme qui lit une brochure sur l'île où elle a vécu de très belles expériences, il y a fort longtemps, quand elle était beaucoup plus jeune. Et donc c'est très troublant, hein, c'est très interpellant. Et on voit par là justement que si l'univers lui a offert cette synchronicité tout à fait remarquable, c'est qu'elle avait vraiment à se sentir interpellée dans sa vie. Puisqu'il s'agit de l'île où elle a vécu,
il aurait été naturel qu'elle entame conversation avec cet homme. Tout à fait innocemment. Mais en plus, cet homme lui plaisait. Ce qui ne gâche rien au plaisir. Le second train de ce voyage aurait pu ainsi symboliser le dépassement positif du rapt de sa féminité par la persona austère, catholique, représentée par le vol de sa valise dans le premier train. Or, elle s'est littéralement censurée dans son élan naturel de rencontre. Et cet homme est descendu avant son terminus. Il est descendu avant, sans donc qu'il y ait eu parole entre eux. C'est triste. Toute cette évolution demeure donc dans la logique triste du vol, du refoulement résigné de la féminité par la persona austère. Cependant, la synchronicité extraordinaire de la rencontre de cet homme dans le second train vient montrer à cette femme qu'il existe dans sa psyché, pour elle, un animus de l'éros, puissance d'affirmation de sa féminité, que cet homme extériorise dans le réel, synchronistiquement, et qui lui est donc encore inconnu, à elle. Il lui montre une voie pour elle. En cela, l'homme symbolise la figure masculine du soi. Il est important pour elle de rencontrer cette figure qui vient la ressourcer dans sa féminité. Et effectivement, par l'interpellation que cette contemplation symbolique a constituée pour elle, elle a commencé à rencontrer cette figure. Dans ce travail qu'on venait de faire. Ce travail autour de cette synchronicité a représenté un tournant symbolique essentiel dans son évolution. Pour conjurer le sort négatif qu'a symbolisé le vol de sa valise, j'ai conseillé à cette femme de procéder à des actes symboliques libérateurs, comme le fait de se réoffrir une belle robe et un beau maillot de bain, attribut du féminin, et de se reprogrammer des vacances délivrées de l'austérité obligatoire, donc sans devoir suivre toujours cet ami très austère. Alors cette femme est en analyse et je lui ai suggéré de rapporter à son analyse ce travail symbolique qui a été fait avec moi en formation. Car cette synchronicité vaut aussi comme un élément objectif de supervision pour son analyste. Elle encourage celui-ci à s'orienter, à rechercher dans les rêves de cette femme la rencontre avec son animus de l'éros, pour desserrer en elle l'étreinte de la persona familiale austère et la triste résignation pour sa vie de femme dans laquelle elle risquerait de s'enfermer. Et effectivement, comme cet analyste est en supervision dans notre école, il raconte et il avoue qu'il était impacté par le discours conscient de cette femme, le discours de son moi qui dit « Ah, maintenant, je suis trop âgé, aucune femme ne s'intéresserait à moi. » Donc, vous voyez, en allant vers la philosophie de son ami austère. Et l'analyste avait aussi besoin d'entendre cette synchronicité étonnante pour qu'il ne se laisse pas impacter consciemment, mais alors, elle n'avait pas de rêve jusque-là. Il se trouve que des rêves sont venus après, justement, importants, qui permettent de réorienter le processus de l'analyse. Et donc, nous comprenons de cet exemple que lorsque les rêves viennent à manquer dans une séance, plutôt que de simplement écouter le discours rationnel du moi, de l'analysant, mais aussi celui de l'analyste,
et de rester ainsi dans une psychanalyse centrée sur le moi, il nous faut plutôt rechercher le symbole vivant dans la vie relationnelle réelle de l'analysant, et ainsi se situer toujours dans une psychanalyse centrée sur le soi, qui s'exprime du cœur de l'inconscient, par les rêves, prioritairement, mais aussi par le tissu synchronistique du réel. Et le soi oriente donc et devient en ce sens le psychanalyste réel de cette orientation et de ce processus qui n'était vu ni par le moi de l'analysante, ni par le moi de l'analyste, jusque-là. C'est donc très important. Alors, c'est quelque chose que nous pratiquons toujours dans notre école, suivant cet exemple de Jung, qui le dit qu'une seule fois dans son œuvre, que quand il n'y a pas de rêve, posons la question, est-ce que dans votre vie il s'est passé quelque chose comme un rêve? Et ensuite on traite l'événement, si je puis dire, ou le phénomène, comme si c'était un rêve, en posant toutes les questions qui permettent d'aller au fond de la situation. Voilà, j'aimerais en fait vous parler dans cette conférence, qui est donc dans ce colloque, dont le thème est Jung d'hier à demain, justement, comment, héritier de la psychanalyse de Jung, nous continuons à être enseignés, non pas à répéter nécessairement tous les théories, les mêmes théories, les mêmes pensées, les mêmes expériences de Jung à la lettre, mais comment nous sommes entraînés par l'orientation qu'il a mis dans notre vie, l'orientation, comment eh bien, de nouveaux enseignements arrivent. Jung n'est plus là, mais il était un canal du soi, remarquable, mais le soi continue à nous enseigner aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir montrer ça. Avec Agnès Besson, vous avez entendu hier, nous avons créé l'école du rêve et des profondeurs en 1999. Donc, officiellement, nous enseignons la psychanalyse héritée de Jung, je dis bien, héritée. Parce que l'héritage, vous savez, l'héritage, c'est la liberté de la différenciation. Imaginez que vous héritez d'une maison, de vos vieux parents ou grands-parents qui ne sont plus. Ben, cette maison, vous êtes libre, soit de la garder identique, soit de casser les murs, de créer un étage supplémentaire, vous voyez, hériter, c'est être libre de se différencier. Et donc, nous continuons toujours à être enseignés par le soi, ce qui amène des différenciations. Et ce qui fait que nous avons bien le titre de formateur, mais nous pouvons être formateurs, certes, mais nous sommes aussi les élèves du soi, qui recevons son enseignement. Et nous avons l'expérience qu'il poursuit en nous une œuvre d'initiation de longue haleine. Je dis en nous parce que c'est notre expérience, il le fait partout et ailleurs. Hein, et donc à travers les rêves, nos rêves, les rêves de nos élèves et les synchronicités qui arrivent, eh bien, c'est lui qui est en fait le véritable formateur. Et il est une source vivante.
Et alors, c'est cette expérience que je voudrais vous montrer, en fait. Voilà, lors d'une séance de supervision, parce que nous formons des analystes et donc il y a des pratiques de supervision, hein. Lors d'une séance de supervision, une de nos élèves nous présente ce rêve d'une de ses clientes, âgée de 60 ans. Il se trouve que cette cliente est une forte personnalité, elle est réputée dans la ville où ça se passe, c'est une psychothérapeute chevronnée, très célèbre. Et en fait, elle désire faire connaissance avec l'analyse jungienne des rêves qu'elle ne connaît pas. Elle a à son actif beaucoup de thérapies, beaucoup d'expériences, de psychothérapie, de techniques, et elle entend qu'il y a une personne qui propose dans sa ville l'analyse jungienne des rêves, et elle se dit, c'est l'occasion de voir ce que c'est. Mais vous comprendrez facilement que la jeune analyste formée qui reçoit cette femme était dans ses petits souliers. Hein, parce que donc c'était la première séance, dans ses petits souliers, parce que elle avait beaucoup d'appréhension face à cette personne auréolée d'une grande compétence. Et compétence très, très justifiée, hein. Cette auréole était très justifiée. Et donc, sa hantise, c'est est-ce que je vais être à la hauteur? Eh bien, le rêve qu'elles allaient travailler ensemble allait profondément l'aider à cette jeune analyste. Cette jeune analyste qui elle-même a commencé par être psychothérapeute classique, disons. Et donc, vous allez voir en quoi le rêve va l'aider, donc je vais vous le lire. Donc c'est le rêve de la psychothérapeute chevronnée qui vient à sa première séance d'analyse. Et justement, son rêve, elle arrive avec un rêve qui lui parle de ça. J'arrive, c'est le rêve, hein, j'arrive à la première séance avec mon analyste de rêve. Ce n'est pas elle qui me reçoit, mais une amie à elle qui m'introduit dans un groupe d'une quinzaine de personnes. Je m'inquiète, dans le rêve, hein. Je m'inquiète. Est-ce que cet analyste que je ne connais pas respecte le cadre d'une thérapie personnelle? Enfin, elle arrive. L'analyste arrive. Et elle écrit sur un tableau la formule 2M3. M au pluriel. 2M3. Et dans son rêve, la rêveuse dit « J'apprécie cette formule. Elle me paraît profonde et me calme. Je demande l'heure à l'analyste. Mais les aiguilles de sa montre ne cessent de tourner. Elle ne peut pas me donner l'heure. Aïe, aïe, aïe. » Alors, c'est humain. Vous savez que le moi, mon moi, votre moi, est toujours emporté par sa peur. Il ne voit que ça. Et le moi risque de ne retenir d'une situation que les détails qui l'inquiètent, sans prendre le temps d'apprécier le message qui découle de l'ensemble. Ainsi, le doute qui monte dans le rêve sur les compétences de l'analyste, aggravé par le symbole de son impossibilité à dire l'heure, commence par plonger celle-ci, l'analyste, dans une profonde inquiétude. Est-elle à la hauteur? Elle se le répète encore et sans cesse. Encore parasitée par sa formation de psychothérapeute classique, elle est animée par la crainte que peuvent connaître les thérapeutes classiques
de subir d'entrée de jeu un transfert négatif, difficile à assumer de sa cliente sur elle. La séance de supervision de son travail qui s'en est suivie lui a heureusement permis une réorientation profonde de sa pratique, qui l'ouvre à une confiance nouvelle et à un élargissement de conscience fondé sur la singularité de l'analyse jungienne des rêves. Il semblerait en effet que par son rêve, la rêveuse soit en quelque sorte préparée par le soi, avant même sa première séance d'analyse, à accueillir cette singularité qu'elle ne connaît pas encore. Et dans le même mouvement, ce rêve constitue également l'enseignement du soi pour son analyste, sous une forme symbolique. Comprenons ainsi que le rêve qui sera travaillé en séance est une information des profondeurs délivrée tout autant pour la rêveuse que pour son analyste. La rêveuse a en effet besoin de comprendre qu'elle entre dans un processus de thérapie dont elle ne connaît en rien encore la logique et qui ne correspond en rien aux expériences et formations qu'elle a rencontrées jusqu'ici liées à la psychothérapie classique. Dans celle-ci, en effet, c'est toujours le moi conscient du thérapeute qui est au centre du processus. Ses compétences, son savoir, ses techniques, les initiatives qu'il prend pour relancer sans cesse le processus de conscience de son client. Rien de tel dans l'analyse jungienne des rêves. Nous voyons bien dans ce rêve que c'est l'ami au féminin, attention, l'ami E. C'est l'ami de l'analyste qui accueille la rêveuse à la séance, dans le rêve. Cet ami inconnu est le symbole du soi. C'est le soi qui ouvre le processus par la production inconsciente des rêves que ne contrôle ni le rêveur ni l'analyste. C'est lui qui mène la danse en donnant le rythme et tous les éléments de sens qui libèrent et guérissent. On voit d'ailleurs dans le rêve que ce n'est pas l'analyste qui peut donner l'heure, c'est-à-dire le sens. La rêveuse est également d'entrée de jeu avertie que son rêve, par son rêve, elle est avertie que son analyse qu'elle ne contrôle pas et qui vient des profondeurs, l'introduira dans une confrontation avec un groupe qui symbolise l'inconscient collectif. Toute sa préformation préverbale, préconsciente, culturelle et transgénérationnelle, avec laquelle elle n'a pas jusque-là l'habitude de travailler, étant restée très centrée sur un vis-à-vis exclusif avec les problèmes oedipiens la reliant à ses parents. Mais nous pouvons facilement comprendre que ce rêve semble s'adresser également directement à l'analyste. Celle-ci a en effet besoin de comprendre qu'elle n'est pas seule à porter la responsabilité du processus analytique et qu'elle est épaulée par une amie intérieure qui crée le mouvement, ouvre la porte, conduit l'évolution de la rêveuse. Comprendre que dans les rêves de ses clients, il y a un processus ami de l'analyste qui crée le chemin. Plutôt que de craindre de n'être pas à la hauteur, personnellement, l'analyste peut s'abandonner avec confiance au processus. Effectivement, ce n'est pas à elle, l'analyste, dans ce processus, à donner l'heure. Il est essentiel que l'analyste place le soi et non pas sa personne au centre directeur de l'analyse. Et précisément, tout se dénoue dans le rêve lorsqu'elle écrit la formule mystérieuse 2M3.
Cette formule est manifestement essentielle, puisqu'elle apaise immédiatement les doutes de la rêveuse dans son rêve. Il semblerait que nous avons ici la délivrance de la formule secrète de l'analyse jungienne des rêves. Mais avant de l'étudier, je désire aller plus loin dans ce thème. Ce thème que j'ai posé au début, à savoir que le soi nous gratifie d'une œuvre d'enseignement à large horizon qui traverse le temps, les personnes et les situations. Je désire en effet vous entretenir d'une expérience de synchronicité étonnante que j'ai vécue autour de ce thème. Voilà, quelques 6 mois après la séance de supervision où a été posé le rêve que nous venons d'approcher, je reçois pour une première séance d'analyse de rêve une femme de 60 ans, même âge que la première rêveuse. Mais celle-ci est philosophe de formation. Elle n'a rien à voir à part l'âge avec la première rêveuse. Elle ne la connaît pas, n'habite pas la même ville qu'elle, n'exerce pas la même profession et développe des expériences de vie complètement différentes d'elle. Mais elle reçoit ce rêve à la veille de notre première séance, où l'analyste qu'elle ne connaît pas encore, que j'ai l'honneur d'avoir été, apparaît, et voilà ce que dit son rêve. Premier rêve, donc travaillé. L'analyste m'explique le fonctionnement de l'analyse des rêves en écrivant ces termes sur un tableau. 2M3 et 3M2. Le premier M, 2M3, est au pluriel, le second, 3M2, est au singulier. Bien sûr, je me suis immédiatement ressouvenu de la formule du premier rêve. Et c'est là que j'ai vraiment compris que le soi poursuivait un enseignement à travers les personnes rencontrées et la maturation qui naît de l'expérience de ces rencontres. Ces personnes n'ont aucun lien entre elles, mais le soi les traverse toutes. Et me traverse, en tant qu'analyste, en même temps, en poursuivant et en parachevant à travers nous la dispensation de son œuvre de transformation. Ainsi nous fait-il la grâce, par ses rêves, de nous enseigner la relation consciente, subtile, qu'il désire que nous ouvrions avec lui dans le domaine de la psychanalyse. Par le premier rêve, il nous a enseigné la base, la première formule de ce qui ouvre ce travail, 2M3. Mais voilà que par le second rêve, et bien que celui-ci n'ait aucun lien avec le premier, il vient mettre un sceau à son enseignement en parachevant sa formule dans un parfait renversement dialectique. Nous comprenons par là que les moi discontinus des personnes, parce que les moi sont séparés, donc les moi discontinus des personnes sont traversés, travaillés par le soi, en tant que véritable sujet de la psyché humaine, l'unique qui transcende tous les moi individuels. Une fois posé cela, que je trouve merveilleux, il est temps donc maintenant d'étudier profondément la formule complète qu'il nous délivre pour exprimer de manière radicale la singularité de la voie des rêves. Alors les deux, dans la formule, les deux apparaissent, il est évident qu'ils nous apparaissent comme la rêveuse et l'analyste. Et le rêve semble enseigner que leur relation duelle de personne à personne n'est nullement à elle-même son propre but. La relation spécifiquement thérapeutique dans l'analyse des rêves n'est pas cette relation duelle,
mais la relation que les deux vont ouvrir au cours de leur travail avec un troisième, qui n'est autre que le soi, leur autre commun, et qui se communique sous la forme du matériau objectif du rêve. Dans l'analyse de rêve, le rêveur et l'analyste, se réunissent autour d'un troisième, le rêve du rêveur. Comprenons en effet que dans le cadre de l'analyse des rêves, le ressort de la thérapie ne se situe pas dans la relation duelle entre le praticien et le rêveur. Relation faite, comme toute relation humaine d'ailleurs, de projection, de transfert, de contre-transfert, d'échange de sentiments, de suggestions, d'idées personnelles. Contrairement à d'autres voies de thérapie, ici, le processus thérapeutique ne se nourrit pas de cette relation duelle et du travail sur elle. Le transfert, qui est la base du travail thérapeutique de notre psychanalyse, n'est pas celui existant au niveau des personnes, bien réel cependant. Toujours des échanges de projection entre des individus qui se rencontrent, mais celui existant au niveau archétypal. Jung a bien posé les bases d'une différence à établir entre ces deux types de transferts. Il écrit que Freud n'avait envisagé le transfert que du point de vue d'une psychologie personnaliste, c'est-à-dire centrée sur un rapport de personne à personne, et qu'il avait négligé les contenus collectifs et archétypaux. Donc ça, je n'ai pas compris. Tu peux redire, que Jung avait négligé les... Non, pas Jung. Freud. Okay. Que Freud ne concevait qu'un transfert, ce qu'il appelle, c'est l'appellation de Jung, ne concevait qu'un transfert personnaliste, c'est-à-dire de personne à personne. On transfère sur la personne de l'analyste, en tant qu'analysant, tous les problèmes personnels issus de l'histoire de l'analysant. Et en fait, Jung dit que bien sûr ce transfert existe, parce que quand deux personnes se rencontrent, d'ailleurs, indépendamment de toute analyse, de toute thérapie, quand deux personnes se rencontrent, il y a toujours un échange de projections, il y a toujours transfert et contre-transfert. Mais lui, il disait il préconisait que ce transfert, bien réel, reste fondamentalement invisible. C'est-à-dire que, bien sûr, si les deux ne sont que deux et sont sans cesse l'un en face de l'autre dans un échange verbal, c'est pas possible. Mais là, justement, l'échange se fait autour d'un troisième, et ce troisième qui est le soi. Parce que le rêve est l'expression directe du soi. Ainsi, si nous revenons aux deux rêves que je viens de présenter, ils nous enseignent notamment qu'il n'est pas dit que les deux partenaires de l'analyse s'aiment, ou d'ailleurs se haïssent, ça peut arriver, psychologie verbale, psychothérapie verbale. Voilà, mais qu'ils aiment trois. Il est essentiel que l'analyste intègre et proclame que sa personne réelle n'est pas le sauveur, ou l'amant idéal, ou le spécialiste extraordinaire de l'analysant. Son amour pour lui ou pour elle, sa compétence ou son ingéniosité personnelle ne sont pas en elles-mêmes ce qui guérit. Car toute guérison de l'analysante ou de l'analysant vient exclusivement de la rencontre avec le trois, avec le soi,
au travers des rêves de l'analysant. En ce sens, il est fondamental dans l'éthique de la psychologie des profondeurs que l'analyse s'abstienne de favoriser par sa conduite cette relation duelle, en prenant garde de ne pas la faire venir au premier plan, par des interprétations abusives et forcées, au détriment de la relation au trois, au soi, qui elle seule est thérapeutique. Ceci implique bien évidemment qu'il s'abstienne de toute relation sexuelle ou de séduction avec ses clients, qu'il ne favorise en rien leur projection transférentielle en leur imposant des directives à partir de son bon sens personnel et de sa logique mentale, au lieu de les aider à rechercher dans leurs propres rêves la direction interne de leur vie. S'il agissait ainsi, il s'arrogerait indûment la place du soi pour son client. Et il pourrait en résulter beaucoup de dommages. Donc l'analyste est formé pour aider le rêveur à très vite prendre conscience qu'il n'est pas le guide ou le directeur de conscience que peut-être celui-ci, le rêveur, désirerait trouver et qu'il inféoderait à sa personne. Et s'il apparaît dans le rêve en tant que guide, ça peut arriver, c'est parce que, en tant que praticien, il symbolise la pratique de l'analyse. Et donc, la mission de l'analyse, c'est de renvoyer le rêveur au seul et vrai guide, c'est-à-dire le soi. Par contre, lorsque l'analyste apparaît de manière négative dans un rêve de son client, ça peut très bien arriver, il est au contraire sain qu'il commence par contempler dans ce rêve si à la faveur de celui-ci, le soi ne remettrait pas en question sa pratique, ou même la relation de travail avec le rêveur. Il est dans son éthique professionnelle de ne jamais prolonger indûment la relation. Et il est formé pour repérer dans les rêves de l'analysant et les siens propres les symboles qui indiqueraient si du point de vue du soi, cette relation n'a plus lieu d'être. J'ai à ce sujet une anecdote saisissante. Après avoir travaillé 3 ans avec un homme qui avait 25 ans, qui au départ était très inhibé et complètement dévoré par sa mère, d'une homosexualité honteuse et refoulée, c'est-à-dire il ne s'est jamais déclaré, il n'avait que des rencontres, des passes glauques, parce qu'il n'osait pas affirmer son homosexualité. Au bout de 3 ans d'analyse de rêve, où parfois il a fallu travailler 2 fois par semaine, parce qu'il était très mal. À la première séance, il s'est jeté par terre, dès qu'il était question de sa mère, il se jetait par terre et prononçait des borg-boring en disant ba, be, bi, bo, bu, il se roulait par terre. C'était la première séance. Ça fout un coup. Et j'étais un jeune analyste à l'époque. Donc, 3 ans plus tard, en fait, il reçoit ce rêve. On était début mai 1992. Il reçoit ce rêve où la porte de la classe de son lycée qu'il a reconnue apparaissait et il y avait une affiche qui disait, donc c'était début mai 1992, l'affiche disait « Monsieur Pierre Tregano arrêtera ses cours le 28 juin 1992 ». Et comme on avait des séances régulières, un rythme régulier, on a vérifié, le 28 juin, c'était une des séances. Et alors, bien que je sois jeune analyste et que j'avais besoin de clients, il me paraissait important de lui dire, écoutez,
on arrêtera nos séances à partir de ce moment-là. Il se trouve que ça avait un sens profond pour lui, non pas qu'il ait atteint l'individuation ou quoi que ce soit, mais il avait, alors que jusque-là il ne vivait pas et il était complètement voilà, impuissant, inactif dans sa vie, bien que disposant d'une rente confortable, d'une famille milliardaire, eh bien, il venait, grâce à ses rêves, d'obtenir la gestion de terres que sa famille possédait, de terres avec des vignes. Et puis, grâce à ses rêves, il lui était venu le projet d'une entreprise fabriquée du pétillant. C'est un vin qui ressemble un peu à du champagne qui se fait dans notre région. Et il devait se lancer dans cette entreprise. En plus, il venait de rencontrer pour la première fois un jeune homme et ce jeune homme s'installait avec lui et donc il pouvait vivre l'amour. Et en fait, ça avait un sens, c'est-à-dire ça suffit d'être trop dans l'intérieur, maintenant il faut que tu vives ta vie à l'extérieur. Et là, il n'y avait pas l'ombre d'une hésitation possible dans ce rêve. Et voilà, donc enfin, on travaille à la fin de notre formation les rêves de fin d'analyse. Parce que les rêves de fin d'analyse en général sont très clairs. Il n'y a pas besoin de se creuser la tête pour comprendre les symboles. Ils sont très clairs. Parce qu'une analyse doit avoir une fin. Hein. Alors lui, il n'était pas en état de faire de l'imagination active, hein, parce que normalement c'est la fin de l'analyse, de pouvoir entrer dans l'imagination active. Mais il était temps pour lui d'entrer dans sa vie extérieure et réelle. Bon, je m'égare peut-être. Voilà, donc le soi conduit finalement le processus de l'analyse, et donc aussi bien le rêveur que l'analyste. Et donc, en fait, ça va être l'heure ? Il reste 5 minutes ? Très bien. Donc comprenez que ces principes déontologiques de la voie des rêves ne constituent pas en soi des références morales abstraites, mais ont au contraire une finalité très concrète. Permettent que 2 aiment 3, que toute l'énergie psychique des 2 personnes en travail soit focalisée sur le désir d'aimer le 3e, le soi, d'accueillir avec amour son initiation au travers de l'écoute, ensemble des matériaux symboliques des rêves. Et dans cette réunion des 2 pour le 3, au cours du moment privilégié de la séance d'analyse, ils peuvent suspendre naturellement toutes les manifestations unilatérales de leur moi. Mais ce qui se produit en retour, c'est que le 3 aime les 2. Et que les amoureux du travail avec les rêves connaissent ces moments de grâce qui arrivent dans une séance d'analyse où tout se correspond. L'analyste est surpris par les paroles qui sortent de sa bouche. Il y a une inspiration profonde qui lui arrive du très profond, justement. Et le rêveur est touché profondément par ce qui est dit. Et les 2 vivent une expérience de grâce, de cohérence, d'encouragement, de transformation. Et donc le 3 aime aussi. Quand les 2 aiment le 3 aime les 2. Et il peut se produire à ce moment-là des synchronicités étonnantes, toujours à cause de l'unus mundus dont parle Jung. Je vous donne un exemple, et puis on va s'arrêter. Hein. Un exemple, arrive à une première séance d'analyse un homme
d'une soixantaine d'années, 60 ans, soit une soixantaine. Analyse de rêve, et alors il arrive tout honteux, et en disant, ben, j'ai eu beau demander des rêves au ciel, j'ai reçu aucun rêve. Bon, alors là, je lui ai pas fait le coup de « s'est-il passé quelque chose dans votre vie qui était comme un rêve ?» Pourquoi? Parce qu'au même moment où il dit ça, on entend de l'autre côté de la cloison de mon cabinet une scène de la vie quotidienne dans un appartement mitoyen. Alors j'avais jamais rien entendu jusque-là, hein. Mais là, on entend une scène où manifestement une mère donne à son petit garçon son bain, mais le petit garçon manifestement est très récalcitrant parce qu'il n'arrête pas de hurler et de pleurer. Et on entend ça, donc mon client qui vient d'arriver et moi, on entend « Méchant garçon, tu me déçois beaucoup ». Je lui dis « Bah, vous n'avez pas de rêve, mais là on vient d'entendre ça. Lunus mundus, vous voyez? Qu'est-ce que ça vous évoque? » Eh ben, ça fait tilt, parce que ce qu'il raconte, et c'est ça qui va être travaillé, une profonde culpabilité pesante vis-à-vis de sa mère. Je ne vais pas vous développer son histoire, mais c'était saisissant. Et ben, cet homme n'a plus manqué de rêve après dans son analyse, qui a duré quand même plusieurs années. Et voilà, c'est très important de voir qu'il y a des synchronicités qui arrivent dans la séance d'analyse. Il arrive que l'analyste puisse rêver pour le rêveur. Alors, il ne doit pas toujours lui dire pour ne pas favoriser un transfert personnaliste, mais j'ai un autre cas, si tu le permets, Nicolas. Un autre cas où il est question d'un homme jeune d'une trentaine d'années qui vit une profonde dépression parce que sa compagne est à l'hôpital et souffre d'une grave maladie où elle risque de mourir, très grave maladie. Et en fait, comme ils vivent un couple très fusionnel, ils se laissent littéralement mourir. Et j'avais séance avec lui à 9h du matin, un matin, et juste avant de me réveiller, je fais ce rêve, où je vois ce jeune homme, et je lui dis, tu sais, j'ai reçu un rêve où on m'annonce que ta femme va vivre. Alors dans le rêve, je me lève vers lui, de mon cabinet, de mon fauteuil d'analyste, dans mon rêve, hein, ce que je n'oserais jamais faire dans la réalité. Je lui prends les épaules et je le secoue en disant « Tu entends? Ta femme va vivre. Alors, choisis la vie. » Et ce rêve l'a beaucoup marqué, parce que si moi je lui avais dit rationnellement « Il faut que tu choisisses la vie », ça ne lui aurait pas marqué. Ce qui l'a marqué, c'est que j'ai reçu ça en rêve, et que dans le rêve, il y ait cette forte charge d'interpellation. Et bien sûr, je ne l'ai pas secoué comme ça dans la réalité. Hein. Et je ne me suis pas levé de mon fauteuil d'analyste. Mais le rêveur peut aussi rêver pour l'analyste. Un autre cas saisissant, je le dis très vite. Et après, on arrête. Il se trouve que ça fait partie de mes folies. Donc j'avais une séance avec un rêveur le matin encore, et en fait j'avais passé une nuit blanche à peser le pour et le contre dans une méditation théologique
choisir, alors ça va vous paraître complètement abstrait peut-être, choisir la conception du Christ dans le christianisme habituel, ou du Messie dans la Kabbale judéo-espagnole du XIIIe siècle, qui n'est pas du tout pareil. Et au bout d'une nuit blanche de controverses intérieures, je n'étais pas arrivé à trouver. Et je suis comme ça, hein, je suis désolé. Et en fait, mon premier rêveur, à la première séance arrive, et il a ce rêve qui dit, je passe, c'est un rêve assez long, je retiens ce qui me concerne, je vais vous dire que ce qui me concerne. Il rêve que je suis en train d'écrire un livre sur la conception du Christ au XIIIe siècle. Et pour moi, ça a été comme une parole de Dieu. Là, c'est des exemples qui montrent que... Et alors, comme le rêve l'a beaucoup aidé lui aussi, nous avons été aimés tous les deux par le troisième, c'est-à-dire par le soi. Et c'est cette expérience de grâce qui est fondamentale, de synchronicité, de grâce. C'est vraiment ce genre d'expérience qu'on vit dans l'alchimie de l'analyse des rêves, faite au jour le jour, de rêve travaillé en rêve travaillé, de séance en séance. Voilà, merci. Merci.